Le roulement sans glissement. Alors pour commencer ce cours, qui est en début du chapitre 3 sur les transmetteurs, page 20 du poly, on va commencer par donner deux définitions. La première, c'est déjà de parler de ce qu'est un mouvement de glissement. Alors on peut avoir de mouvements de glissement entre deux solides, entre S1 et S2, que si leur plan de contact définissent un plan tangent commun. C'est-à-dire que l'un des solides ne vient pas en buter contre l'autre, sinon il ne peut pas y avoir de glissement. Une fois qu'on a défini ce plan tangent commun, en fait, il y a plusieurs, éventuellement, points de contact entre ces deux solides, et en chacun de ces points de contact, on peut définir un vecteur vitesse de glissement. En ce point. Alors, dans le cas de présentation là, théorique du cours, eh bien, on va partir du principe qu'on a un simple contact ponctuel en un point caractérisé et nommé I. Alors, parler du vecteur vitesse de glissement, c'est tout simplement parler du vecteur vitesse en I de S2 par rapport à S1. Voilà. Le deuxième élément nous permet de définir ce que c'est qu'une hypothèse de roulement sans glissement. Alors on a roulement sans glissement lorsque, par exemple, dans votre vélo, vous avez la roue avant de votre vélo, eh bien si elle roule sans glisser, ça veut dire qu'au niveau du point de contact de la roue sur le sol, eh bien il n'y a pas de glissement relatif de la roue sur le sol. Vous n'allez pas laisser de traces, entre guillemets, sur le sol. Dans ces cas-là, on va pouvoir en déduire que ce fameux vecteur vitesse de glissement, eh bien tout simplement, il est nul. Et cette équation vectorielle va nous donner trois équations scalaires, et ce qui va nous permettre d'en déduire des relations entre les paramètres cinématiques en présence. Bien. Passons tout de suite à une application. Alors l'application la plus classique, on parlait du vélo tout de suite, c'est l'application à l'étude d'une roue. Alors, ce qu'on va dire sur la roue est vrai pour tous les éléments roulants qui vont intervenir entre deux solides. Souvent, on rajoute des éléments roulants pour éviter que les frottements et l'usure. Alors, dans notre élément du cours, eh bien, vous avez trois classes d'équivalence. La première, c'est le solide de référence, que l'on va noter 0. Ensuite, on a l'étrier qui va supporter la roue. Ça pourrait être l'essieu, on pourrait appeler ça le châssis, vous voyez, de plusieurs éléments. Là, on va l'appeler l'étrier. Et puis, là, la roue numéro 2. Ensuite, on va définir les liaisons entre ces classes d'équivalence. Donc, entre le 1 et le 0, on va dire qu'il y a un mouvement de translation, et donc, on va pouvoir modéliser ça uniquement avec un mouvement de translation. Alors, vous n'êtes pas sans voir que la liaison qui est proposée sur le schéma cinématique est une liaison pivot-glissante. Alors, on peut l'interpréter, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va négliger la rotation autorisée par cette pivot glissante autour de x0, et donc on va simplement considérer que c'est une liaison glissière. D'accord ? Dernier point, enfin avant-dernier point, la liaison entre 2 et 1, c'est-à-dire entre la roue et l'étrier. C'est une liaison pivot d'axe AZ1. Et il nous reste une dernière liaison, qui est la liaison entre 2 et 1, entre la roue et le sol, et on va avoir un point de contact. On va donc considérer que c'est une liaison sphère-plan. Une fois que ces liaisons sont analysées, on va pouvoir commencer à paramétrer le mécanisme, en plaçant notamment les repères et leurs bases. Alors on passe un repère R0 sur le solide de référence, de manière classique, puis on s'intéresse à l'étrier. L'étrier, il est en translation, on va donc pouvoir lui poser un repère, qu'on va noter R1A, X0, Y1Z1. Alors Y1 et Z1, du coup ici, vu que j'ai négligé la rotation de la pivot glissante, c'est donc la même chose que Y0 et Z0. Et comment on va paramétrer la translation? On a donc les mêmes bases, ce qui caractérise une translation, et on va la caractériser, on va paramétrer ça par le déplacement relatif de l'origine du repère R1 par rapport à l'origine du repère R0, c'est-à-dire par le vecteur O0A, qui a deux composantes, x en x0, qui est dépend du temps, donc qui est variable, et grand R, qui est constant, et qui est le rayon de la roue en Y1. Dernier repère, dernière base, c'est le repère lié au solide 2, donc à la roue. Là, on a un mouvement de rotation, donc on va le caractériser de manière classique avec un angle, et c'est indiqué ici avec l'axe commun qui est Z2, Z1, Z2, Z1, Z0, et puis l'angle θ qui est défini entre x0 et x2, ou entre y1 qui vaut y0 et y2. Voilà. Une fois que ce paramétrage est terminé, on peut rechercher
on peut rechercher la loi entrée-sortie, la relation entre les éléments. Là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre le déplacement de l'étrier en translation et la rotation de la roue par rapport à cet étrier, c'est-à-dire entre les paramètres grand X et θ. Voilà. Alors, pour trouver ça, eh bien, on n'a pas d'autre choix, pas d'autre possibilité, que de prendre cette hypothèse de roulement sans glissement. Donc le roulement sans glissement va nous permettre de trouver une relation. Si on ne pose pas cette hypothèse, eh bien en fait, je n'arriverai pas à avoir une relation directe entre grand X et θ. Alors cette hypothèse-là, elle vous est donnée dans les sujets, d'accord? Donc vous avez besoin de la traduire. Ici, pour la traduire, il va donc falloir écrire que vitesse en i de 2 par rapport à 0 est nulle, égale vecteur nul. Et pour cela, vous allez vous retrouver après à nouveau à un exercice de cinématique du solide, où il va falloir déterminer vitesse en i de 2 par rapport à 0. Pour cela, vous avez plusieurs stratégies. La première, c'est la stratégie la plus complète, souvent aussi la plus lourde, mais qui va arriver à ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle une fermeture cinématique, c'est-à-dire tout simplement ce qui est écrit en bas, c'est-à-dire écrire le torseur de 2 par rapport à 1, écrire le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, faire la composition des deux, écrire qui est égal à torseur cinématique de 2 par rapport à 0, vous écrivez ça, vous allez trouver la relation. Deuxième méthode, c'est d'y aller un peu plus directement en utilisant les vecteurs vitesse. Alors je vous propose une méthode dans le cours, vitesse en i de 2 par rapport à 0 égale vitesse en a 2 par rapport à 0 plus ia vectoriel oméga 2 par rapport à 0, c'est-à-dire j'ai utilisé la relation des champs de vecteurs. Et après, j'ai appliqué des compositions. Et je vais vous présenter une autre méthode que je vous conseille, en fait, qui marche quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que vous écrivez le vecteur vitesse de glissement, vous le déterminez, vous dites qu'il est nul, donc vous écrivez égal vecteur nul, et vous appliquez tout de suite la composition des vecteurs vitesse. Vous faites intervenir vitesse en i de 2 par rapport à 1, vitesse en i de 1 par rapport à 0. Dire que il y a roulement sans glissement, ça veut dire que ces deux vecteurs vitesse sont les mêmes, au signe près. Donc il me reste plus qu'à les calculer. Pour calculer le premier, j'applique une relation des champs de vecteurs, j'obtiens r θ.x0. Pour calculer le deuxième, j'applique le fait que c'est un mouvement de translation. Et j'écris que vitesse en i de 1 par rapport à 0 égale vitesse en a de 1 par rapport à 0. Alors après, pour calculer vitesse en a de 1 par rapport à 0, je l'ai écrit dans le cours, je reviens au cours, eh bien, tout simplement, ce que j'écris, c'est que vitesse en a de 1 par rapport à 0, comme a est un point fixe de l'étrier 1, alors j'ai le droit de dériver le vecteur position, c'est-à-dire de dériver le vecteur au 0a, et j'obtiens x.x0. Finalement, j'obtiens cette relation en loi entrée-sortie, x point plus r θ point égale 0, ou x point égale moins r θ point. Bien, donc là, on a terminé cet exercice, on a exploité l'hypothèse de roulement sans glissement, et ça nous a permis de trouver une relation entre les éléments. Point. Maintenant, je vais vous parler d'un autre élément, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à la question, mais finalement, quel est le mouvement de la roue par rapport au sol? D'accord? Donc je vais essayer d'interpréter en fait ce qui se passe. Alors pour ça, je vais utiliser la relation avec des tenseurs. C'est-à-dire je vais utiliser la composition des mouvements. Donc dire que le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est la composition du mouvement de 2 par rapport à 1 avec le mouvement de 1 par rapport à 0. Et je vais tracer les champs de vitesse. Les champs des vecteurs vitesse. Alors regardez, ici c'est la rotation de la roue par rapport à l'étrier, donc le vecteur vitesse nul en A au niveau de son centre de rotation, et ensuite la répartition triangulaire des vitesses, donc du coup par rapport à A qui augmente quand le rayon augmente, dans un sens puis dans un autre. La translation qui est la répartition homogène des vitesses, des vecteurs vitesse en tout point. Et quand on ajoute les deux, quand on pose ces deux mouvements, on obtient cette répartition de vecteur vitesse en i de 2 par rapport à 0. Et on voit qu'on obtient à nouveau une répartition triangulaire à partir du point i. C'est-à-dire que cette répartition est la même que la répartition de la partie supérieure de la roue. On va pouvoir en déduire que du coup, eh bien, la roue, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle tourne. Elle a un mouvement de rotation. Et un mouvement de rotation autour de quoi? Ben, autour du point i. Ce qui n'est pas intuitif. C'est-à-dire que la roue, par rapport au sol, elle tourne autour du point i, c'est-à-dire elle tourne autour de son point de contact. Alors, je vais vous montrer une petite chose supplémentaire pour un peu illustrer et mieux comprendre ce qui se passe. Je suis reparti du même schéma, j'ai simplement rajouté un trait ici pour bien marquer, bien visualiser le sol. Donc, pensez que la roue ici, elle tourne autour de ce point-là. C'est pas forcément évident, il peut y avoir plusieurs points d'accroche, entre guillemets.
La première, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'instant d'après? Eh bien, l'instant d'après, c'est un autre point I qui est venu en contact, un autre point de la roue qui est venu en contact avec le sol. Et que donc, ce schéma-là, il n'est vrai qu'à un instant donné. D'ailleurs, on va dire que I est ce qu'on appelle le centre instantané de rotation. C'est une notion intéressante parce que ça nous permet de dire qu'en fait, un solide peut tourner autour d'un autre, mais que son centre de rotation n'est pas le même à chaque instant. C'est ce qui se passe pour votre roue qui roule sur le sol. En fait, elle tourne autour du sol en son point de contact, mais à chaque fois, son point de contact évolue. Une autre façon de visualiser ça, de faciliter la visualisation, c'est d'imaginer qu'on roule de manière un peu saugrenue avec des roues carrées. Bon, une roue carrée, sur son essieu, elle peut tourner, donc j'ai bien ma répartition triangulaire. Ma roue carrée, elle peut se déplacer en translation. J'ai toujours bien la même répartition homogène. Et quand je fais la composition des deux, eh bien j'obtiens bien la même composition et donc la même répartition triangulaire toujours au point I. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle qu'il y a un roulement sans glissement au point I, ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire que ma roue carrée, elle ne glisse pas par rapport à I, donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est basculer. Alors, vous voyez, votre roue carrée, hop, elle va tourner comme ça, et elle va basculer autour du point I, sans glisser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce point-là, ici, qui va venir en contact ici, et le prochain point en contact, et une fois qu'il sera en contact, alors ce sera le nouveau point de basculement de votre roue carrée. Alors, bien sûr, c'est pas très confortable de rouler sur les roues carrées. Mais si cette rotation de la roue carrée vous permet de mieux visualiser ce qui se passe, alors vous pouvez, si ça vous aide, considérer tout simplement que un cercle, votre roue ronde, est un polygone à n côtés, n étant très grand. Voilà. Au final, on peut en conclure que nos roues carrées, de façon un peu paradoxale, visiblement tournent beaucoup mieux. Voilà. Alors je reviens au cours. Je reviens au cours pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc on a compris, enfin j'espère que vous avez compris l'hypothèse de roulement sans glissement et comment l'utiliser, l'appliquer dans un exercice. D'accord? Ensuite, du coup aussi, j'espère que vous avez réussi à visualiser, ce qui n'est pas forcément évident, le mouvement d'une roue par rapport à son point de contact, et non pas par rapport à son axe de rotation. D'accord? Ça c'est le deuxième point important. Troisième point important, c'est finalement à quoi ça correspond que le vecteur vitesse de glissement ne soit pas nul. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas roulement sans glissement, quand on a roulement avec glissement. Alors pour illustrer ça, pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe, il suffit entre guillemets de rajouter un vecteur vitesse de glissement. Alors le vecteur vitesse de glissement que je rajoute au point I. Alors soit il est positif, soit il est négatif. Donc là par exemple, je vais lui donner un vecteur vitesse de glissement légèrement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur vitesse de glissement va s'ajouter à la translation et va s'ajouter à la rotation. Donc en composant ensemble, on va obtenir ce résultat-là. Voilà, je donne juste le schéma. Ça veut dire quoi? Si je regarde ce qui se passe, ça veut dire que ma roue, quelque part, elle avance plus vite qu'elle ne tourne. Eh bien, une roue qui avance plus vite qu'elle ne tourne, c'est tout simplement une roue au freinage. Une roue qu'on freine, elle va tendance à déraper. Et donc le vecteur vitesse de glissement ici est ce qu'on appellera le vecteur vitesse de dérapage. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le vecteur vitesse de glissement, il est négatif? Il va s'ajouter à ça, se composer à ça. Au final, on va avoir un profil de vitesse de ce genre-là, avec l'apparition d'un point particulier ici, qui est un point de vecteur vitesse nul. Ce qui veut dire que la roue, elle tournerait autour de ce point. Ça veut dire quoi? Ce qu'on peut peut-être mieux interpréter, ça veut dire que la roue, elle tourne plus vite qu'elle n'avance. D'accord? Donc comme elle tourne plus vite qu'elle n'avance, c'est tout simplement ce qui se passe pour une roue motrice à l'accélération. On dit que la roue patine. C'est-à-dire que vous accélérez tellement fort que
votre roue n'arrive pas à transmettre de la puissance au sol directement, et donc elle va patiner. Voilà, dans ces cas-là, comment illustrer un vecteur vitesse de glissement qui est négatif, qui correspond donc à un vecteur vitesse de patinage.